Émission 871. Cette semaine, Time Man avec Rémi Fréchet. En direct de Montréal, Québec, Canada. Vous écoutez, oui. Les mystérieux étonnants. Pas le choix, c'est l'Halloween. Et bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Les Mystérieux Étonnants, une émission en balado-diffusion consacrée au BD et à l'ensemble de la culture populaire. Benoît Mercier au micro, et cette semaine, je suis une équipe dont les membres savent comment faire un nœud de cravate. Eh oui, ils savent comment faire. Je vous les présente un instant. Il est le Brad à ma Susan. Le réalisateur Rémi Fréchette est avec nous. Salut Rémi! Allô! Yes! Petite référence pour toi de Rocky Horror Picture Show. Ouais. Hey, tu te souviens, on s'est vu une autre fois. Oui. C'était pour les jaunes, l'entrevue des jaunes que tu avais faite avec moi il y a 10 ans. Il y a plus de 10 ans de ça. On s'est pas revus. On s'est pas revus. On n'a pas fait de bifurcation ensemble, le podcast exclusif des membres Patreon. On s'est pas vu hier pour écouter Time Man. On s'est pas vu. On se revoit pas cette semaine pour ta projection. Hey, mais merci Ben de m'inviter. Je suis content de parler de ça de long et en large. C'est une belle occasion. Parce que des fois, tu parles de ça, c'est comme des petits snippets, là, mais là, d'avoir t'as un show la dédié place, à toi. hey, c'est fou, Red. Merci. Oui, c'est malade. Merci. Pour mettre un petit peu en contexte pour les gens qui ne te connaissent pas, peut-être qu'ils viennent de se joindre à l'univers des Mystérieux Étonnants, tu es un réalisateur, tu as réalisé de nombreux courts-métrages, web-séries avec des jaunes que tu as adaptés après en film. Tu as fait récemment Time Man, qui va être diffusé dans le cadre du festival Space le jeudi 24 octobre, juste avant c'est précédé en fait de la soirée Ceci n'est pas un lynch. Oui, qui est comme 1 heure de court-métrage. Fait que c'est comme un amuse-gueule avant que la soirée commence. Fait qu'à 7 heures, il y a le programme de cours. Yeah. Puis vers 8 et quart, on commence les présentations pour le film, le long-métrage. Que tu viens de faire. Puis pour les gens qui sont membres Patreon, ben, tu fais bifurcation avec moi. Ouais. Donc depuis comme 4 ans à peu près. Ça fait-tu 4 ans pour vrai? On a commencé pendant la pandémie, fait que ça doit être pas mal proche ça doit être de à peu près ça. là. Ouais. Ben là, on va dépasser les 150 épisodes avec bifurcation. OK. Donc là-dessus, t'en as fait minimum le tiers, mais probablement bien plus que ça. Ouais, je sais pas où j'ai embarqué. Donc la voix de Rémi, vous entendez en ce moment, vous l'entendez dans bifurcation. Ouais. En ce moment, on vient de passer au travers d'un cycle dédié à Tim Curry. Puis le dernier film dont on a parlé, qui sera diffusé la semaine prochaine sur le Patreon, c'était The Rocky Horror Picture Show. Parce qu'on a fait Tim Curry, mais on est rentré dans une thématique plus Halloweenesque pour le mois d'octobre. Et c'est un de tes films préférés. Donc, ouais. Donc, c'est je sais pas, j'ai jamais dit film préféré. Tu sais, je pense pas que c'est un film préféré, mais c'est un de mes films préférés. Là. C'est un film que j'affectionne particulièrement. Là. Fait qu'on a une belle discussion là-dessus qui est pas trop genre on résume le film parce qu'on s'attend à ce que les gens. Ça fait 30 ans qu'il est sorti ce film-là, peut-être plus même que plus ça. Ouais. Donc, je pense que rendu là, c'est un classique. C'est comme essayer de décrire l'histoire de Star Wars. Ça n'est pas nécessaire. T'as-tu déjà vu ça, toi, Star Wars? Je l'ai vu. J'ai peut-être même acheté des BD et des romans étant très jeune. J'ai peut-être même voulu déjà faire un fan-film de Star Wars quand j'étais jeune. Mais contrairement à moi, tu vas au bout de tes projets parce que t'en as fait une tralée de courts-métrages et de longs-métrages. Donc, vous comprendrez, les gens à la maison, que ça fait... C'est ça, on se connaît. C'est une grosse convergence ce mois-ci. Je suis vraiment content parce que non seulement tu vas être à Space, les Mystérieux Étonnants seront également à Space. Ouais. Puis on a fait 2-3 shows dédiés à Space durant le mois d'octobre. Donc c'est vraiment nice. Je trouve qu'il y a une belle rencontre d'esprit puis d'intérêt. Puis voilà. Donc voici la table, elle est mise. Le show va être un petit peu plus court qu'à l'habitude parce qu'on ne fera pas 2 heures de jaser de culture pop. C'est juste toi et moi pour le temps. Le reste de l'équipe est en train de préparer leur chronique pour le spécial d'Halloween des Mystérieux Étonnants. Je vais le plugger tout de suite. Ça va être fait. Ben oui, vas-y. Pour le lundi 28 octobre prochain. Donc, c'est dans le cadre du Festival Space. Je vous le rappelle, c'est au Théâtre Plaza. Les portes ouvrent à 19h et le show est à 20h. C'est une invitation. C'est Jarrett Mann qui nous a invités à venir faire ça dans notre premier amphithéâtre. D'habituellement, on fait des shows dans des bars. Le Feu Brouhaha, le Patrovis. Là, on est vraiment dans un amphithéâtre. On va être... pas directement sur scène, on va avoir une petite scène là, au milieu du public, dans le parterre en bas. Donc, on va être proche de vous, chères dames, chers monsieur, qui seront présents durant le festival, en fait, durant l'événement. C'est 15$ à la porte. Vous pouvez acheter également vos billets à l'avance, le lien est dans le descriptif de l'épisode. Et si vous avez un passeport SPACE, donc le passeport qui permet d'accéder aux différentes projections et événements du festival, vous allez pouvoir rentrer gratuitement. Donc, il reste une semaine, en fait, moins d'une semaine pour acheter vos billets, en espérant vous y retrouver. Chacune et chacun des membres des Mystérieux Étonnants ont préparé une chronique spécialement halloweenesque. Puis on a même une prestation musicale d'un mystérieux musicien, Rémi. D'un mystérieux étonnant. Oui,
je dis pas qu'il est étonnant, il est mystérieux. Son identité va demeurer secrète. Vous allez découvrir ça durant le spécial le 28. Ils vont être déçus, je pense. Là. Ils s'attendent à Garou, genre Boum Desjardins. Là. Je pense pas que le monde qui suit les mystérieux étonnants s'attende à Garou et Boum Desjardins. Quoi que ça serait vraiment drôle. Les deux en même temps, ça serait débile. On les paye en bière. Donc, c'est ça, là. Grosse convergence durant le mois d'octobre. Ça a été un mois bien rempli. Toi aussi, Rémi, t'es bien occupé. Fatigué en maudit, moi. Oui, t'as l'air. C'est la fin. C'est comme la fin, moi, d'un cycle de stress, en fait. Là. Fait que je suis quand même content ce soir. Ce soir, c'est une célébration. Là. Célébration, justement. Pour célébrer, j'ai annoncé ça à Rémi juste avant le début de l'émission. Pour vous mettre un petit peu en contexte, Rémi est encore en montage jusqu'à hier pour son film. Qui est présenté jeudi. J'ai livré aujourd'hui, tantôt à Jarrett Mann. Le directeur du festival. Donc, j'ai décidé de souligner l'événement. J'ai acheté un genre de cidre. Il n'y avait pas de mousseux, fait que j'ai acheté un cidre pour toi. C'est tellement fin, puis merci. On va lever notre verre au succès de ton film puis à ta carrière parce qu'on va en parler de long en large, mais Rémi il se dédie à ses projets, là. Il en fait des films, là. C'est pas quelqu'un qui s'assied sur ses lauriers, puis il finance lui-même ses propres films, puis il en met de l'argent. On parle pas d'un petit 2000$, là. On parle de beaucoup d'argent qu'il investit. C'est un peu un problème, mais en même temps, tu sais, qu'est-ce que si je faisais pas ça? Qu'est-ce que je ferais dans la vie? Je fais ça depuis que je suis ado, tu sais. Ben, je me pose la même question. Moi, si je faisais pas de podcast, qu'est-ce que je ferais le lundi? Qu'est-ce que ça fait 16 ans? En plus que 16 ans, ça va faire comme... Ça va faire trop longtemps. T'entends quelle année? Pour vrai, je pense qu'en janvier, ça va faire 19 ans. No joke. Hey, c'est fou. J'ai commencé en 2006. J'avais 26 ans. Ouais, ça s'appelait même pas podcast. Non, on appelait ça de la radio web. Mais là, t'as fait une blague, mais on s'est rencontrés quand t'es venu présenter Les Jaunes jadis, il y a presque 10 ans, qui était un de tes premiers projets d'envergure. Ouais, c'était en 2014. En fait, c'était une web-série qu'on a faite en sortant de l'université. C'était tu sais, genre de All-Star, on sort de l'université, on est tous formés, mais on a comme pas on n'est pas encore sur le marché du travail. Fait que finalement, on a réussi à pondre ce film-là en gang. Tu sais, c'est comme produit par Pascal Plante qui a fait Les Chambres Rouges, puis Catherine Lefrançois qui a fait de la production de documentaires, entre autres. Il y a Vincent Allard qui a fait la photo, qui fait encore la photo de Taiman. Tu sais, c'est comme... j'ai été très... Ben, tu sais, disons, j'ai été fidèle à mon équipe. Mon équipe a été très fidèle aussi, mais c'est tout du monde que je restais proche. Puis c'était vraiment une team All-Star. Puis bref, on l'a fait en format web-série parce qu'à l'époque, c'était ce qui marchait. C'était de shit. Ouais. Puis c'était beaucoup sur le modèle de l'ami Eric Piccoli là, qui venait de sortir Les Temps Morts. Oui, c'est vrai, Temps Morts et Projet M par la suite. Toute cette vague-là. Projet M s'est fait pendant qu'on closait Les Jaunes, il me semble. Hey, merci, mon Benoît. Merci beaucoup. C'est vraiment gentil. Puis c'est ça, puis dans le fond, c'était réfléchi comme une web-série, puis on l'avait assemblé après pour faire un long-métrage parce que je le savais que les web-séries, c'était quand même limité comme public. Puis moi, mon trip, c'est quand même d'aller dans une salle. Et puis d'aller connecter avec un public, là, c'est comme à un moment donné, c'est pour ça que tu fais des films, c'est pas pour les... Tu sais, la web-série, c'est éphémère, t'as mis en ligne, les gens... La semaine que ça sort, ils pensent. Ils pensent, puis après, ils l'oublient. Après, ils l'oublient. Il y a trop de stock sur Internet. YouTube, ça, je veux dire, du contenu YouTube. Les jeunes sont là-dessus. Non, mais tu sais, moi, je regarde du YouTube. Je regarde plus ça que Netflix, en fait. Ben, c'est ça, moi aussi. Il n'y a comme pas de fin. Puis je comprends ça, mais tu sais, d'aller chercher un public en salle, c'est autre chose. Fait que c'est pour ça qu'on l'avait assemblé. Puis quand on s'est rencontrés, je le présentais à Fantasia. C'était la première du long métrage, je pense. Ouais, du montage du long métrage. Fait que ça, c'était à l'été 2014. Fait que ça fait vraiment 10 ans, Ben. Oui, ça fait 10 ans. OK. Ouais. Mais je pense que je te l'ai déjà dit, mais t'es une des personnes qui m'a inspiré jadis à lancer la campagne Indiegogo des Mystérieux Étonnants qu'on a faite en 2015 pour avoir de l'argent pour construire notre studio. Parce que tu étais venu te présenter le projet puis tu avais dit à quel point tu avais mis ton argent. Je sais pas si je peux dire le montant, mais je pense que tu avais mis quelque chose comme 10 000 $ de ta poche initialement. C'était 6 000 de ma poche, mais c'était 20 000 divisé par 4. Parce qu'il y avait mes deux producteurs, Pascal puis Catherine, je leur dois tout, là, parce qu'eux autres, à l'époque, ils ont décidé de mettre leur propre argent pour financer ça aussi. Puis on avait pris un prêt à la banque en plus pour... Puis ça m'avait inspiré parce que moi, écoute, t'as donné une idée, quand je suis sorti de l'université, j'avais 500 $ de dette. Moi, avoir des dettes, ça me perturbe. Là, je suis pas capable d'en avoir. Fait que là, je vais m'endetter, je vais partir un studio puis te le quitte. Puis c'est en partie grâce à toi quand t'es venu présenter Les Jaunes. Puis ce que je trouve drôle, c'est pour avoir vu Taiman hier, puis je repense aux Jaunes, quelque part, oui, t'as évolué techniquement, puis en tant que réalisateur et tout, mais il y a beaucoup de vases communicants dans le sens que je trouve que tes intérêts, c'est les mêmes. T'sais, on parle il y a une certaine humour slapstick,
un intérêt pour des projets de gang. Je veux dire, Time Man, tu l'as fait avec des gens que tu viens de mentionner d'ailleurs, certaines personnes qui se retrouvent dans Time Man. Est-ce que tu le remarques, ça? T'as-tu remarqué que sais, comme... C'est la même chose, mais plus... Ben, pas la même chose, mais c'est la suite de ce que tu fais depuis 10 ans. Oui, c'est en fait, depuis que j'ai 14-15 ans, no joke, là, j'ai l'impression que, tu sais, je pense que c'est le fun là, de rester un peu pur dans nos intérêts puis de pas essayer de se transformer pour fitter dans un moule. Puis moi, c'est toujours ça qui m'a je sais pas, qui m'a drivé. Je veux faire d'autres choses. J'aimerais faire un vrai film d'horreur, tu sais, vraiment épeurant. Vraiment épeurant. Tu sais, vraiment un truc plus dry, puis... Mais, tu sais, ça reste que, mettons, là, ça va faire peut-être 3 ans que je suis avec ma blonde, puis j'ai pas montré d'un coup tous mes courts-métrages que j'ai fait de mon adolescence, bien sûr. Je pas fait assis-toi, on regarde 20 heures de court-métrage, mais... J'espère que t'aimes ça, Jason. Oui, c'est ça. Tous mes fan-films, j'ai fait au secondaire. Mais tu sais, de temps en temps, on s'en tape au compte-gouttes, puis pour vrai, les films que je faisais au cégep, c'est encore semblable à ce que je fais aujourd'hui. T'as-tu les mêmes intérêts quand tu regardes les films de fan-films de Jason que t'as fait, justement? C'est un... Ben ouais, puis tu sais, quand j'avais fait, j'ai fait un autre fan-film de Jason en 2018. J'étais allé dans un cabaret Kino Fantastique. Fait que ça, c'est une place où tu fais des films en genre 48 heures, 72 heures. Puis je m'étais dit, c'est cool dans ce contexte-là. Je pense que je vais faire un fan-film, mais pour voir, ça faisait 15 ans que j'avais fait le premier. Puis je m'étais dit, je vais voir où je suis rendu techniquement. Je vais en refaire un fan-film avec les skills que j'ai aujourd'hui. Fait que tu sais, je continue à répondre un peu à des vieilles affaires. Puis Time Man, c'est ça, en fait. C'est pas la même chose, c'est ça. Ben, tu réponds à tes intérêts encore. encore. Ça vient d'il y a 15 ans, en fait, Time Man. Puis c'est vraiment ça. C'est vraiment des vieilles idées qui collent où, tu sais, quand t'es jeune comme artiste, t'as une espèce d'innocence qui fait que t'as pas les barèmes d'un, mettons, je vais penser à combien c'est compliqué, mettons, tourner telle affaire, comment ça va coûter, aller chercher de l'argent, non. Fait que t'as des espèces d'idées pures qui sont pas filtrées par le réalisme de... La peur. Ben oui, c'est possible ou pas possible de faire ça. Puis pour vrai, j'ai des idées dans des cahiers là, qui traînent depuis mon secondaire puis mon cégep. C'est des affaires que je trouve encore cool. Que je ferais jamais comme je les aurais fait à l'époque, bien sûr. Là, Time Man, c'est ça. C'est un concept que tu as lancé il y a quoi, 15 ans de ça? 15 ans, c'est ça qui est fou. Veux-tu qu'on entre tout de suite dedans? Oui, juste avant, je voudrais donner l'adresse de ton YouTube, si tu te permets, parce que là, il y a beaucoup de fan-films dont on va parler, sûrement, auxquels on va faire référence, puis les gens vont vouloir certainement les voir. Vous pouvez passer par... j'ai un site qui est un peu mon portfolio en ligne, c'est remyfréchette.com ou cameracao.com. Les deux adresses mènent à la même place, puis vous allez avoir des liens vers mes YouTube, Vimeo. Vous pouvez voir un peu ce que je fais, mais c'est ça, il y a plein de courts-métrages des dernières années que j'ai mis en ligne. En fait, il y a juste les 2 derniers qui sont pas là pour présentement Barrage puis Diva, mon film de menstruation que j'ai fait pour le cabaret trash, la soirée, la cabane à sang, en fait, j'avais fait ça. Oui, le festival de cabane à sang. Fait que c'est ça, mais sinon tout le reste est disponible. Puis les jaunes sont disponibles en ligne au complet. Le long métrage, il est sur mon Vimeo gratis. Puis je fais une petite plug, là, mais récemment, il y a un article de Horreur Québec qui a été écrit sur les jaunes, en fait, vu que c'était comme le 10e anniversaire de la projection Fantasia. C'est fou, hein? Ouais, c'est débile. Le temps passe. Puis c'était le fun de reparler de ça. Là. C'est ça, on est repassé à travers tout le processus de faire ce film-là à l'époque. Puis un peu qu'est-ce qui en reste. Puis on a mis un lien dans l'article, en fait, pour aller voir les jaunes. Fait que, si vous voulez, c'est très Halloween. Hein? Fait que si vous voulez vous taper un long métrage pour le Spooktober, les jaunes, c'est comédie d'horreur. Tu sais, c'est un peu le ton de... du Joe Dante un peu. C'est très Gremlins, là, mon inspiration. Gremlins, puis genre Evil Dead 2, là, puis tu sais, du horror slapstick, c'est ça, là. Fait que, mais tu sais, c'est un projet un peu... Il y a beaucoup d'innocence, c'est comme... J'ai fait ça quand j'avais 22-23 ans. Mais je pense que ça marche encore, tu sais. Oui, je l'ai écouté là, il y a 2 ans. Je me souviens plus, je pense que tu m'as prêté... Non, tu m'as donné un coffret DVD des jaunes qui sont très en demande. Très rares. Il y a eu une bulle durant la pandémie où les gens achetaient ça comme super cher. Oui, il me restait une caisse de DVD des jaunes, puis ça s'est vendu au marché aux puces Saint-Michel. Merci au gars de Film Fanatique qui a vendu ça, là, c'est débile. Ça a monté comme des enchères assez haut, puis j'avais comme, wow, j'ai une partie du cinéma québécois entre mes mains. Au lieu de vendre des Legos la prochaine fois, là, tu vendras. Ouais, tu sais qu'à ce jour, je regrette d'avoir vendu ma maison de Simpson. Oui, je sais ça. Je pense souvent. C'est comme un traumatisme que j'ai. Mais avant de parler justement du cahier, allons-y, peut-être des grandes lignes là, pour décrire j'allais dire Darkman. Darkman est une inspiration. Donc, c'est un pastiche, c'est le série B psychotronique de Darkman. Robocop, Toxic Avenger, les Batman de Tim Burton. Il y a bien des affaires mélangées là-dedans.
Puis, tu sais, mon humour, puis ouais, beaucoup d'influence, beaucoup de inside jokes que personne ne va comprendre. Tu sais, des jokes à moi-même, là, tu sais, ça, j'en ai, mais on dirait que ça habille l'univers, puis ça fait que ça crée une genre de cohésion entre mes films. Là. Il y a comme des affaires qui se répondent, là, des fois, c'est juste des objets que je plug ou des lignes. Comme dans Kevin Smith, comme le cinéma de Kevin Smith. Faut vrai, oui, quand même, là, tu sais. Puis c'est ça, puis c'est coécrit, en fait, avec mon ami Jérôme Cloutier, avec qui j'ai commencé à faire des films à l'âge de 14 ans. Fait que c'est vraiment le premier gars avec qui je faisais mes fan-films de Jason. Fait que, tu sais, il y a aussi beaucoup de lui là-dedans parce qu'il y a des affaires, je suis moins à l'aise d'écrire. Tu sais, je suis moins... Ben de la misère à écrire des méchants. Ça vire toujours un petit peu au ridicule. Ben de la misère à être trash pour vrai. Puis là, c'était comme... Je voulais faire un film d'exploitation. Fait qu'il fallait qu'il y ait des moments chocs puis des moments plus trash. Puis Jérôme est arrivé un peu avec puis Jérôme a vraiment plus... Ben, c'est vraiment lui qui a écrit la V1 du script. On a tout fait l'histoire ensemble. J'ai beaucoup commenté. Mais c'est lui qui a mis... le crayon sur la feuille pour rédiger la version initiale du script qui était en anglais. En fait, on a tourné en anglais puis on a doublé en français. Ça par-dessus. Puis ça se voit, là, c'est ça le but. Ouais, c'est ça. On l'a assumé comme ça. Il y a une version anglaise qui existe, mais bref, c'est une raison pourquoi Jérôme aussi a écrit la V1, c'est que c'était écrit en anglais. Ouais. Moi, j'ai fait la traduction. Mais tu sais, résumons peut-être l'histoire. Oui. On est dans un monde... Pensez à le Robocop, le détroit de Robocop, qui est sous l'emprise d'un Frank the Man, qui est en fait... l'espèce de vilain kingpin de cette ville-là qui veut s'emparer justement de la mairie éventuellement, mais il a ses mains dans toutes les pots, il contrôle les médias, il y a d'ailleurs une station qu'il possède, qui c'est comme pas du tout caché qu'il pousse de la propagande. Là. D'ailleurs, j'aime beaucoup cette station-là parce que ton film est entrecoupé de moments de diffusion qui me fait beaucoup penser à Robocop avec des fausses pubs, auxquelles j'ai prêté ma voix d'ailleurs, dont d'autres personnes aussi. Et on suit un gars, un genre de vigilante qui, un jour, a reçu la visite de homme de main de Franz the Man qui voulait s'emparer de son commerce. Il a refusé. Son papa a été brûlé à l'acide. Et lui a été reçu des cravates graffées en plein visage. Puis on l'a, parce que c'est un super-héros, plongé dans du liquide quelconque. Un mélange de produits ménagers. Whatever. Ouais, c'est ça. Et là, maintenant, il est un vigilante avec des pouvoirs, avec une certaine force humaine. Puis... Il se joue, en fait, moi, je dis souvent que le film, c'est même pas Taiman. Le principal, c'est Marjolaine, en fait, qui est une policière. C'est plus elle, les yeux du public, parce que... Elle découvre tout ça. Robocop, ça nous prend notre penchant d'avoir Nancy Allen à côté qui est vrai que c'est Nancy Allen. C'est pas Nancy Allen. Robocop, en fait, est vraiment... J'ai réécouté récemment, puis il est un petit peu plus présent qu'on dirait que je me souvenais, mais tu sais, Nancy Allen, c'est nos yeux. Oui. Puis c'est vraiment à travers les yeux de Marjolaine Coppola, qu'on découvre ça. Elle, en fait, c'est une policière qui essaie de jouer by the book. Puis sa famille, ses parents ont été tués et sa sœur a été kidnappée. Donc, elle essaie de rentrer dans le milieu de la corruption pour essayer de trouver sa sœur. Mais il se passe une bad luck qui fait qu'elle se retrouve en duo avec Taiman. Et les deux ont un peu le même but d'aller buter le gros vilain. Franz the Man. Donc là, ils vont se joindre leurs forces et rentrer dans un monde interlope weird. C'est très inclassable. Hey, pour vrai, j'ai essayé parce que, tu sais, sur Vimeo, je rentre, mettons, l'année, la durée, puis après ça, souvent, tu mets le genre du film. Pour vrai, j'ai fixé mon écran 20 minutes de temps pour le genre. C'est genre, j'ai mis comédie noire psychotronique. J'allais dire psychotronique, ouais. Psychotronique, c'est le fun parce que ça veut dire que ça joue avec le mauvais goût, ça joue avec les références un peu datées, puis... Fait que j'utilise ce terme-là, tu sais, mais il y a de l'action, il y a de la romance, il y a de l'horreur, comme il y a du gore, là, il y a du sexe, tu sais, il y a comme... C'est vraiment un genre de mélange de plein d'affaires. Moi, j'ai l'impression que c'est un peu peut-être ce qui va nous nuire, en fait, ce qui va nous aider à nous nuire dans les festivals après, parce que c'est dur, tu sais, tu mets pas ça dans une section horreur, mettons, c'est pas un film d'horreur. Non, puis je pense que même, tu sais, l'espèce de showing midnight movies, où là, absolument, c'est des films complètement déjantés, de qualité variable, je pense même pas que tu peux le mettre. Ben, moi, il y a un cinéaste qui m'a beaucoup parlé, en fait, avec ça, puis c'est Frank Henenlotter, qui a fait les Basket Case, qui a fait Frankenhooker, puis qui a fait Bad Biology, puis son autre film, Brain Damage. C'est sa filmographie. Pas le centre d'Achi? Non. Non, mais Frank Henenlotter, il a dit je me considère pas comme un cinéaste d'horreur, je me considère comme un cinéaste d'exploitation. Parce que ces films, il y a toujours full d'humour. C'est jamais dans le but de faire peur. Tu sais, Taiman, ça n'a pas le but de faire peur. Non. Il y a toujours de l'humour, mais c'est gore, il y a des monstres puis tout. Puis là, c'est un peu ça, Taiman. Fait que j'ai l'impression que
Veux pas, ça, je me rattache un peu à ce qu'il dit. C'est vraiment un film d'exploitation parce que c'était ça le but au début, c'était de se coller à des codes un peu extrêmes puis de jouer avec ça. Puis... Mais tu décris le genre, puis je pense que ça rend pas justice à la photo qui a été faite par Vincent. Ouais. Excuse-moi son nom de famille. Vincent Allard, ouais. Vincent Allard. On est dans un monde complètement onirique. Puis là, ça a été fait avec, entre-temps, des dissous. Time Man, c'est un budget qui est complètement dérisoire. Et il y a beaucoup de scènes où tu as fait appel à des écrans noirs pour illustrer soit un décor, mais c'est tout le temps peinturé, si je me permets l'expression, de lumière excessivement saturée, belle, en mouvement, puis t'en oublies qu'il n'y en a pas de décor, justement. T'es plus juste plongé dans cet univers-là complètement onirique, puis le mélange de l'humour dit super sérieuse, mais que c'est des situations complètement ridicules parce qu'on la joue straight dans le film. On ne souligne pas, là, c'est straight. Avec de l'action, de la musique jazz, puis la photo onirique. Je me dis, qu'est-ce que je suis en train de manger? C'est un gâteau à viande. Ça marche pas, là, tout mélanger ces éléments-là, mais pourtant, c'est très... C'est bon, un gâteau à viande. C'est bon, un gâteau à viande. Tu comprends ce que je veux dire? Je comprends ce que tu veux dire. Hey, ça, je vais mettre ça sur le DVD quand il va sortir. C'est un gâteau à viande. Hey, c'est malade. Non, mais ouais, en fait, t'as raison. Là, c'est comme c'était ça un peu le but. Puis je trouve que les jokes sont vraiment plus drôles quand ils sont joués straight. Puis quand c'est comme les acteurs, les personnages y croient. Puis c'est bien important pour moi aussi dans le cinéma de genre que ça soit pas juste genre wink wink à la caméra. Hey, vous aimez ça du sang? Tiens, enveloppe, wink wink. Tu sais, c'est les acteurs, les personnages, en fait, vivent leurs émotions à fond, même si tout fait aucun crise de sens dans cet univers-là. Eux autres, ils croient, puis c'est ça qui est important, puis c'est comme ça que tu vas t'attacher à eux, puis tu vas vouloir vivre l'aventure avec eux. Moi, je suis un des rares qui l'a vu, en tout cas, la version finale qui sera présentée à Space. Pour vrai, t'es tout seul à date à l'avoir vu, la version finale. Les autres éditions, c'était des tests screenings que tu as fait avec des amis. Et j'ai été surpris, justement, parce que tu m'as dit qu'il y allait avoir de l'humour. Je m'attendais à de l'humour noir, mais... elle est beaucoup plus subtile. C'est pas des claques, c'est pas des... Non, exactement, là. C'est quand t'écoutes, il y a un échange, puis je me souviens, puis on va essayer de pas spoiler parce que le film n'est pas encore sorti, mais il y a une séquence à un moment donné où un personnage fait quelque chose d'absolument répugnant, excessivement violent. Puis là, il se lève, puis là, il empêche Marjorie, sa partner, là, je parle de Time Man, Marjolaine, de pas donner des claques à une autre personne. Puis, non, arrête ça, arrête cette violence. Puis, non, mais là, tu viens de faire quelque chose d'absolument abject. Puis c'est ça le niveau d'humour. C'est ça. Est-ce que... Question un peu chienne, t'as-tu la chienne que le monde catch pas cette zone-là en écoutant le film? Puis qu'ils s'attendent à un truc plus slapstick. Je pense plus à non, c'est pas ça. Là, je pense que là, il va falloir que le film vive. Puis là, j'ai fait 2-3 test screenings dans différents contextes avec différents... des personnes de différents milieux, là, tu sais. Puis j'ai comme confiance que ça marche. Puis j'ai vu, avec ces tests-là, j'ai vu des jokes qui marchaient pas du tout, mais j'ai vu des jokes qui marchaient à une place ou à l'autre, dépendant de, je sais pas, du mood ou de... Parce que j'ai un public très... attentif, là, qui était... En fait, c'était des amis du milieu avec des pads puis des crayons pour me donner des notes. Puis ça riait, puis tout le monde était embarqué dedans. Puis le lendemain, il y a eu un screening un peu impromptu, je sais pas comment dire, mais c'était chez le chum d'une comédienne qui a trippé sur la version... Il y a une version initiale en format série, en fait, pour Frisson TV. Puis j'avais fait comme un assemblage, puis on a regardé un assemblage réduit, là, mettons. J'avais pas tout, là. Mais là, c'était vraiment du monde. Lui avait invité de ses amis, là, tu sais, me connaissent pas, puis tout. Puis il avait fait, on va le dire là, mais il avait fait des muffins aux potes avec... tout le monde buvait. Tu sais, c'était vraiment... le gros party, puis ça rit. Ouais, c'est ça. Puis tu sais, tout le monde était un peu casual, ça jasait un peu. Tu sais, c'était pas genre, on était à l'écoute, mais ça rit tout le long. Puis j'étais comme content parce que j'ai vu que même avec un public un peu de party, ce qui est quand même le public de Time Man, je pense, les gens catchaient quand même le niveau pour embarquer dedans. Mais tu sais, c'est sûr qu'il y a du monde qui aimeront pas ça. Claire, mais comme n'importe quoi, là. C'est bien particulier comme ton. Puis quelqu'un me dit, je catch pas, puis j'haïs ça, je peux pas le prendre mal, là. C'est comme... C'est ça le film. C'est ça. Mais je trouve ça bien parce qu'on en a souvent parlé, toi puis moi, dans le personnel, dans le privé, mais on est deux amateurs de space. On a découvert un peu le festival en même temps. Puis je trouve que c'est vraiment la crowd parfaite pour ce genre de film-là. Où tu as des amateurs, oui, bien sûr, de genre de gore, d'horreur. Puis ça fera toujours partie de l'ADN du festival. Mais il y a aussi cette fibre-là de gens qui sont érudits, qui aiment une cinématographie peut-être plus sérieuse ou plus cérébrale, puis ils n'ont pas de tabou ou de crainte de passer de ce genre de cinéma-là plus exploitatif ou d'exploitation à un truc plus cérébral. C'est ce que j'aime, moi, du mix
de Space, qui se retrouve aussi à Fantasia, mais qui est très... Je trouve que ce qui est le fun à Space, c'est qu'on met beaucoup de l'avant les créateurs, les gens émergents. Ouais. Les gens comme toi qui roulent leur boss, qui font des projets depuis des années, puis qui essaient de toujours pousser de l'avant non seulement leur reach, mais aussi leur talent de réal ou de qu'importe leur talent, Christy. Oui. Ce que je veux dire. Oui, puis tu sais, c'était un peu une des raisons pourquoi je pense que je voulais que ça soit plus Space. Tu sais, autant que j'adore Fantasia, je veux dire, j'ai fait travaillé là, j'ai fait plein de premières là-bas, mais j'avais juste l'impression que ce film-là, c'était un peu moins une salle de cinéma, puis plus un genre mode cabaret avec des bières. J'ai l'impression que ça va vraiment plus coller comme première que si ça avait été, mettons, une première officielle dans une grande salle. Tu sais, ça aurait été ben oui, c'est le fun, là. Mais j'ai l'impression que un public festif avec trois verres dans le nez, me semble que ça fit avec Time parce que c'est un truc un peu interactif. Je joue avec le chip, avec le série B, mais on se fie sur le public pour comme accepter ça. On le voit dès le début, là, mais il y a une marionnette, puis on voit les baguettes là, qui tiennent. On les voit, mais on les oublie. Mais c'est ça, c'est que le personnage à un moment donné devient vivant. C'est un super bon acteur, Luc Martial Dagenet, qui le joue. Il faisait le père de Robin dans Robin Stella. Oui, il faisait Copernic dans La Princesse Astronaute aussi. Ouais. C'est comme un acteur culte au Québec là, qui joue dans plein d'affaires. On le voit en physique, mais c'est lui qui fait la voix du personnage. C'est ça, de la mais quand on le voit en premier, c'est dans les premières minutes du film, c'est une marionnette, puis il y a des baguettes, puis tu sais, ça, on les garde, puis c'est assumé, puis c'est sûr qu'il y a du monde qui va faire « Ben, on va les baguettes, câlisse! » Mais regarde, c'est pas pour toi. C'est la personne qui va trouver ça drôle puis qui va faire comme c'est cool, c'est une marionnette puis ils l'ont assumé, c'est pour cette personne-là qu'on a fait ce film-là. J'aimerais ça qu'on parle un petit peu du contexte de production parce que tu l'as mentionné, puis je veux pas trop insister là-dessus, mais c'était une télésérie à la base qui a été diffusée sur Frisson, mais tu avais en tête dès le départ d'en faire un film. Donc tu vois, 10 ans après Les Jaunes, ça a été une web-série puis on en a fait un film. Puis Time Man, c'était une télésérie puis on en a fait un film. Time Man, c'était encore plus comme, je pense j'avais encore plus le goût parce que j'ai vu un peu... tu sais, on va se le dire, la télé, c'est pas tout le monde qui a le câble. Moi, j'ai fait ce truc-là pour Frisson TV au début, puis j'ai même pas le câble, je fais même pas le regarder de chez nous. Fait que je savais dès le début que je voulais avoir la version film. L'affaire, c'est qu'on partait d'un 2h30 de contenu avec la série. Faire 1h39. Puis 1h39, c'est ça. Je m'étais donné comme hard limit 100 minutes parce que c'est un film, c'est ça. C'est un film festif. Tu sais, tu vois un 2h30, là, t'es comme, hey, fuck you, là, tu sais. Faut vraiment, tu sais, si c'était Scorsese, OK, là, mais comme, c'est fucking Time Man, là. Fait que, tu sais, 100 minutes, c'est en masse, là. Fait que j'ai passé ça dans les mains de mon ami Miguel Plante, monteur fantastique et beau gosse, qui m'a fait une V1, en fait. Il m'a coupé ça à 1h50, il m'a coupé 40 minutes de stock. Puis après ça, j'ai fait les tests screening, puis on l'a shorté. Mais tu sais, j'ai essayé d'avoir un peu tout ce qu'il y avait déjà dans la version série. Mais on a gardé, tu sais, des fois des bouts de scènes, des fois des scènes de 5-6 minutes. Genre, il y a un personnage de clochard, mettons, là. Oui. Ben, lui, il y a un gros backstory dans la série, là. Tu sais, il y a un bout où il parle il y a un interrogatoire, là, puis il parle de pourquoi il s'est retrouvé là, puis il était genre, lui, il était un financier, nanana. Tu sais, malheureusement, autant que c'était le fun, puis j'aimais bien ça. Mais ça n'a pas sa place dans la version féminine. Ben, tu sais, c'est l'histoire de Marjolaine puis de Time Man. Fait que, on va focusser sur eux. Mais la scène, elle reste là encore, elle a 2 minutes, mais elle sert à quelque chose d'autre dans le film. Où je voulais aller, c'est par rapport à les décors, parce que les décors ont été faits, puis dans les mêmes lieux. Ouais. Il y avait 2 salles, les studios de Frisson, c'est un local qui est dans Rosemont. Pour y avoir déjà participé à Frisson TV, j'avais mon show jadis. Il y a d'ailleurs des éléments de mon décor qui se retrouvent dans Time Man. Ouais. C'est 2 salles principales où on peut tourner, créer des décors comme sur mesure. Et c'est Jordan, qui est là aussi le gars qui fait tous les montages puis tous les décors pour Frisson TV, qui a fait une job incroyable avec rien. Avec rien. Puis, donc, tous les lieux que vous voyez, c'est les mêmes salles réutilisées, réagencées dans lesquelles on tourne. Ouais, puis il y a des affaires assez subtiles, tu sais, que... En fait, t'as pas réagi, tu l'as peut-être remarqué, mais tu sais, mettons, le commissariat puis le bureau du maire, c'est exactement le même décor. Mais on a changé l'éclairage, on a tourné les meubles de bord. J'ai pas remarqué. Mais c'est genre, il y a une moulure au milieu, beige. Tu sais, c'est comme... Il n'y a même pas une nouvelle peinture.
parce que, regarde, on n'a pas le temps. On tourne dans ce décor-là la veille, puis le lendemain, on est là encore, puis il faut que Jordan monte. Jordan montait en parallèle pendant que vous pendant qu'on tournait. Fait que, tu sais, il pouvait pas driller pendant les... c'est fou raide, là. Ça a été tourné, la photographie principale, c'était 10 jours. Il y a eu plein de reshoots après, là. J'ai compte plus la quantité de reshoots que j'ai fait, mais la photographie principale, c'était 10 jours, mais tu sais, on tournait en parallèle dans les 2 sections du studio. Fait que, mettons qu'on tournait dans la portion 1, ben Jordan montait le décor pour le lendemain dans la portion 2. Puis il y a des journées, des fois, qu'on tournait dans les 2 sides du studio. Fait qu'il fallait que Jordan reste le soir pour démonter de quoi, puis pour que le lendemain matin, ça soit prêt pour notre... Tu sais, fou raide, là. Tu sais, Puis c'est pas très grand, ce studio-là. Non, c'est pas immense. Autant j'ai adoré tourner là, April qui nous a loué le lieu, là, c'est malade, mais tu sais, ça reste que c'est un studio qui est beaucoup utilisé d'habitude pour des shoots de mode puis des trucs de même. Mais là, c'est un studio photo à la base. Hein? C'est ça. Puis là, on construit des fucking décors de ruelles puis de laboratoires de scientifiques fous, tu sais. Ça prend de la place, puis... Tu sais, puis là, t'as genre la cuisine est collée sur les studios. Fait que, tu sais, si on veut préparer la bouffe pour le dîner, ben, on entend tout. Fait qu'il faut pas... Tu sais, c'était là un genre de cauchemar d'organisation, mais en même temps, tu sais, c'est un... Écoute... J'ai l'impression que t'aimes ça, faire ça aussi. T'as donné ces je sais que mes films sont signés caméra KO. Ouais. Tu sais? Ouais. Fait que je le sais, là. Mais t'aimes ça un peu, le KO, non? Je pense que j'aime ça me mettre en danger. J'aime pas ça. T'aimes-tu ça pour vrai te mettre en danger? J'aime ça, je pense. J'aime ça comme me faire dire que ça se peut pas que tu fasses ça puis faire comment. Le faire pareil, t'es mon tabarnak. On va le faire, check, je l'ai fait. Hey, Timon, ça se peut pas. Check, est-ce que 15 ans plus tard, Chris, c'est fait? Ouais, non, mais j'aime ça. Je le comme, vois. ça me drive, on dirait, ça me rend... Tu sais, c'est des up and down. Là. Des fois, je suis comme en tabarnak puis des panique, le crise de panique. Je suis en train de mettre de l'argent dans ma pauvre blonde super qui vit avec moi au quotidien, là, qui me voit sur tes... Tu sais, je suis pas diagnostiqué avec des... Je pense pas que t'es borderline, mais t'as une énergie que je sais pas d'où elle vient. C'est que des fois, quand même, j'ai des bouts, je suis comme, hey, le stress embarque, puis ça vient avec ça, là, à un moment donné, quand tu t'en mets autant ses épaules pour faire des projets de même, puis au bout du compte, tu t'arrêtes, tu fais comme, hey, tout ça pour taille, man. C'est un gars avec des cravates d'en face. Pourquoi je me fais ça, tu sais? Mais on dirait que ça fait que tu te sens vivant quelque part, là. Il y a beaucoup aussi de maquettes dans le film que j'aime beaucoup, parce que tu as fait beaucoup de compositing dans After Effects, tu as fait du mélange de plein d'effets, on en a parlé hier quand on a écouté le film, mais tu as tourné avec des maquettes. Une ville aussi créée par Jordan Saint-Louis. Oui, Jordan a créé la tour, en fait. On a une tour, le méchant, il vit sur une tour de 100 étages. À la manière d'un genre Gremlins super 2. Vilain. Oui, Gremlins 2, c'est vrai, on en a pas parlé. Puis, fait qu'il a construit la tour à mesure genre 7 pieds de haut, la maquette. Là, mais là où je voulais aller, c'est que je te vois, il me semble, tourner ces scènes-là avec la petite auto de police qui traverse les rues. Puis juste pour ça, tu veux faire le film. Ben ouais. Tu t'irripes à faire cette séquence-là. Ben ouais, c'est comme... J'aime ça, là, tu sais. Les fourrés que j'ai à juste faire comme... Tu sais, je suis sur le plateau, là, puis comme je disais tantôt, là, je m'arrête 2 secondes, je fais... My God, on est en train de faire taille, man. Voyons, il y a genre 20 personnes sur le plateau en train de travailler pour que ça se peut, là, c'est surréel. Puis tu sais, on n'a pas parlé de la genèse du projet, la vraie genèse du projet, parce que... C'est dans un cahier, je pense, quand tu étais jeune. Non, mais en fait, je te l'ai montré hier, la bande-annonce initiale. C'est même pas ça. C'est une fausse bande-annonce. J'étais avec Jérôme, qui a co-scénarisé. Quand on faisait des films ensemble, on était au cégep. Fait il y a vraiment 15 ans, c'était en 2008. Plus que ça, 16 ans, en 2008. Puis un après-midi, on dit on tourne de quoi? C'était vraiment ça dans le temps. J'arrive avec ma caméra, on tourne de quoi? Fait qu'il fouille dans son placard, il trouve un rack avec des cravates dessus. Puis là, il se met ça d'en face, puis comme, tie man, tu sais. Puis il se met à triper avec ça. Fait que je suis allé tourner lui dehors qui court avec ça, avec le rack à cravate. Puis là, on a fait une pub niaiseuse, là, que j'ai fait de la narration dessus. Ouais. Puis tu sais, ça ressemble. Il y a rien de ça qui est récupéré, mettons, sauf le look. C'est vraiment ça, c'est parti d'un look. Puis après ça, je me suis dit, c'est l'année d'après, je me suis dit, je pense que je vais tourner un court-métrage avec le personnage. Je le trouve vraiment le fun, le look. Puis là, j'ai écrit un genre de... Je voulais faire un genre de film trash, là. Vraiment, tu sais, je pensais... Un peu Darkman, non? Mais trash, plus Toxic Avenger, là, genre... tu sais, politically incorrect, là. Là, j'avais genre, je sais pas, 19-20 ans, je suis comme, là, on va faire une affaire là, d'adulte, là, ça va être là, le monde va être choqué. Ouais. Puis là, je me suis fait une liste de genre de trucs que je pourrais plugger, là, qui sont intenses, là. Puis j'ai écrit la V1, c'était genre 25 pages, là, puis je m'étais dit, on va tourner ça, puis tout. J'en vais l'envoyer à Spasme. Tu sais, j'étais encore à Sherbrooke dans ce temps-là, j'étais même pas à Montréal, j'étais même pas dans l'univers cinéma. Ouais.
Puis finalement, le week-end qu'on a failli tourner, qu'on était censé tourner ça a choqué. J'ai un acteur qui était comme « Hey man, je peux pas jouer. » Le méchant dans le film, il boit quelque chose. Puis mon acteur, en tout cas, il y avait ça dans le script original de 2009. Je l'ai gardé cet élément-là, mais je l'ai amené avec plus de maturité. Il se fait des smoothies, là. Oui. On dévoilera pas c'est quoi. Puis l'acteur était comme « Merde, je peux pas faire ça. » Puis là, il y a quelqu'un d'autre qui te choque. Puis là, tu sais, puis c'était genre... Tu sais, c'est ça, 25 pages à tourner en un week-end. Ça aurait été de là, cette merde, cette affaire-là. Fait que ça a chié, on l'a pas fait ce week-end-là. Ça s'est jamais fait. Mais le script a comme vécu à travers les années, puis il a pris plusieurs formes. Puis à un moment donné, après que j'ai fait Les Jaunes, je m'étais dit, je pourrais peut-être faire une autre web-série de fiction. Puis là, j'avais ressorti Time Man. J'ai écrit un épisode qui est la scène de ruelle. Sensiblement, ça ressemblait à ça. Puis ça s'est pas fait. Puis pendant la pandémie, je me suis dit, hey, je pourrais ressortir Time Man. Je vais faire une version en animation. Puis j'ai fait des marionnettes en carton avec des pins, là. Ouais. Tu sais, pour qu'ils soient comme articulés. Un peu South Park, mais avec des pins. Un peu comme Jérôme, l'humoriste. Jérémy Larouche. Jérémy Larouche. Un peu Jérémy Larouche, ouais. Mais avec des pins, là, pour qu'ils soient comme articulés. Là. Puis je me dis, on va faire des popettes. Puis j'ai fait des personnages, j'ai fait des tests en plus avec, parce que je voulais essayer d'intégrer des bouches sur mes popettes comme pour pas avoir... ouais. Mais j'aurais plus peut-être genre des marionnettes papier, mais avec des bouches en tête à claque, parce que je voulais pas comme me mettre à animer. Puis je fais des tests. J'étais comme, c'est laid cette affaire-là. Ça marchait pas. Puis finalement, on s'est rendu à faire le spécial de Noël de Simon Predge pour Frisson TV. Oui, c'est vrai. Puis là, j'ai rencontré... je connaissais déjà Jordan des Cabarets Fantastiques. Il y avait une maison hantée, lui, à Saint-Just-Richelieu. Je revois Jordan qui fait les décors. Predge me présente un peu l'équipe de Frisson et on tourne dans les fameux studios. Puis là, je commence à penser. Puis là, je me dis, je pourrais peut-être pas pitcher ça à Frisson, faire un show de fiction, mais utiliser, tu sais, il y a un côté... À Frisson, il y a un côté, là je dis ça, c'est pas péjoratif, mais un côté télécommunautaire. Pour vrai, là, je vais juste enchérir sur ce que tu dis. C'est incroyable que ce poste-là existe avec les conditions et les restrictions qui sont mises en place parce qu'elles sont quasiment non existantes. C'est ça. Tu sais, notre ami Simon Predge, qui a le podcast Asmorienzi, non seulement a fait des spéciaux, mais il y a des épisodes où il va juste pitcher un concept, un décor, puis... Je veux pas parler pour Predge, mais c'est pas si compliqué que ça. Il y a quand même la confiance du... C'est la confiance du producteur, Sylvain Gagnon, pour le nommer. Là. Fait que c'est ça. Puis le côté télécommunautaire, je veux dire aussi que c'est petit studio, décor simple, petite équipe. Puis le spécial de Noël, on l'a tourné à 2 caméras. Fait qu'on cannait des pages, tu sais. On cannait du matériel. Là. On a tourné, je pense que c'est un 50 minutes qu'on a tourné en 2 jours. Oui. Mais à 2 caméras, ça te permet de couvrir plus d'angles, faire moins de prises, fait que tu travailles plus vite. Puis on s'est comme développé une technique avec ça. Puis là, c'est pour ça que ça m'a trotté dans la tête. Puis je me suis dit, mettons là, une série qu'on peut tourner en 10 jours. On beurre épais là, les dialogues. On étire une coupe de scènes, ce que je savais qu'elle allait être finalement coupé dans le long-métrage. Tout les backstories puis tout. On va épaissir la sauce un peu, mais je pense que ça se peut de tourner ça dans ce temps-là. C'est sûr que tout le monde autour dit comme, voyons, tabarnak, ça se peut pas faire ça. Avec des scènes de combat, du gore, plein d'affaires. Puis j'ai appelé le directeur de la chaîne, Sylvain, puis je pitch ça au téléphone, genre Time Man. Je pense qu'il a glissé un mot quand lui est venu sur le plateau, parce que je crois que j'étais là, puis tu as commencé à en parler. Ah, ça peu, parce que le concept, j'ai vraiment pitché au téléphone. Là. Genre, je l'ai appelé, puis j'étais comme... une conversation d'abord, mais je me souviens que j'étais pas loin. Là, je faisais le figurant numéro 4 dans le spécial de Noël de Predge. Mais tu sais, je l'appelle, puis je pitch ça. Je dis, garde, on pourrait tourner ça en 10 jours. Je pense qu'on est capable à 2 caméras de Canis, comme on a fait le spécial de Predge. Puis tu sais... Predge, je tournais quand même son scénario à lui, mais sachant ce que moi, je suis capable de tourner, je pouvais écrire... Tu sais, je savais qu'on pouvait écrire, là, je parlais au on, parce que c'est quand même Jérôme qui a une grosse partie du travail, là, mais on allait écrire un truc qui se pouvait avec nos skills, puis avec tout le contexte de tournage. Fait que, puis en se disant, mettons, les shots de gore compliqués à faire, on va les faire après, je peux les tourner dans mon sous-sol à temps perdu, puis tout ça, c'est vraiment ça qui est arrivé. Fait qu'on cache, mettons, qu'il y a une blessure, qu'on veut pas la voir à l'écran parce que c'est super long à tourner, on la tournera plus tard. Les maquettes aussi, tout ça, ça a été fait plus tard. Fait que là, puis il m'a dit juste oui tout de suite. Oui, ça a été simple, hein? Puis c'est comme, hein? Puis il dit, ouais, j'ai adoré ce que tu as fait avec le spécial de Simon. Je te truste avec ce que tu fais. Puis tu sais, il m'a pas
pour le meilleur et pour le pire, il m'a pas, genre, donné de restrictions, il m'a pas donné de... C'est ça, je pense pas que les gens comprennent à quel point ça arrive jamais. Moi, j'ai travaillé en télé, là, tu sais, j'ai fait du montage pour des shows télé. Tout le monde a des listes de modifs du diffuseur, du producteur, du réalisateur, le réalisateur, c'est moi, mais je veux dire, t'as plusieurs paliers d'approbation avec des listes de commentaires, des affaires précises de coupe 2 frames de ton image, zoom à tel... Tu sais, ces affaires, là. Puis moi, il a regardé, il y a eu 2-3 commentaires, puis il m'a dit, garde, je sais que tu t'es rendu au... Tu sais, quand il a regardé, mettons, les montages, parce qu'il m'a quasiment pas... Ben, il m'a pas dit quoi écrire. On a tourné tel quel, tu sais. Il m'a pas donné de restrictions sur le trash aussi. Mais lui, il était dans le milieu télévisuel depuis un bout de temps. Puis ce qu'il m'a dit, c'est que quand il avait ouvert la chaîne Frisson TV, il voulait plus se faire suer. Il voulait juste faire des choses qui le faisaient triper. Puis, il m'a fait confiance, en fait. Il savait ce que je faisais. Il savait que j'étais habitué de tourner des projets avec pas de cash puis de me débrouiller. Tu sais, il y en a eu, là, je veux pas dire qu'il a rien donné. Il a quand même donné un montant. Oui. Tu sais, c'est ça l'affaire. C'est que c'est montant substantiel pour un privé, pour une chaîne privée comme ça. C'est pas financé par les institutions. C'est du tout. C'est de l'argent privé de sa poche à lui. Montant substantiel. Mais en même temps, ça n'a rien coûté pour ce que c'est. C'est ça, je veux juste qu'on comprenne. Ben, je veux pas dire il m'a rien donné parce que c'est pas vrai. Il m'a donné énormément d'argent de sa poche. Mais en même temps, je veux quand même qu'on comprenne que j'ai pas eu des budgets. Je veux dire, c'est à peu près un tiers de web-série. Je connais les budgets du web présentement. Puis les budgets du web, c'est à peu près 3-4. Pour une petite web-série, là, c'est peut-être... Au final, c'était combien d'épisodes quand c'était en web-série? En série, pardon. 6 épisodes de 25. De 25 minutes. Ouais. Il n'y avait pas de pub là-dedans. Là. C'était comme pour les spots entre fait que c'est vraiment 2h30 de contenu. 2h30 et des pinottes. Puis y a-tu des choses dans le montage qui existent actuellement que tu aurais voulu garder, mais qu'ultimement, à cause des restrictions de temps, tu étais obligé d'enlever? Ouais. Il y a 2-3 scènes que j'ai dû... Ben, il y a 2-3 scènes que j'ai dû couper parce que c'était plus des scènes de cliffhanger de fin d'épisode. Mais c'était des scènes le fun. Là. Tu sais, ça rajoutait... Genre, mettons quoi, là, sans spoiler? Peut-être qu'il va y avoir un director's cut. Il y a une scène dans... Ben, en même temps, le monde pourrait le voir sur... Je dirais la série est disponible sur demande. Si vous avez Frisson TV, vous pourriez voir la série au complet. OK, elle est disponible en ce moment. Oui, vous pouvez regarder la série au complet si vous voulez. Mais, vous avez fait le 24 par contre. Mais oui, la version long métrage est quand même... On a retravaillé des effets spéciaux. On a refait la colorisation. Et vraiment... Tu sais, c'est vraiment plus tight, la version. C'est plus ton bébé encore. Ouais, c'est ça, exactement. Mais tu sais, la série, il y a des affaires... Tu sais, je suis vraiment content aussi de ce qu'on a fait. Qu'est-ce que tu aurais coupé, par exemple? Un exemple, c'est... Mais c'est ça, tu sais, mettons, il y a une fin d'épisode, ils sont dans un tunnel, puis... je peux le spoiler parce que, je dirais, c'est 0 dans le film, mais ils sont en danger dans ce tunnel-là, puis ce danger-là n'est plus dans le film, mais ça finit qu'ils sont en danger, puis ça finit de même que, tu sais, vont-ils s'en sortir comme un vieil épisode de Batman des années 60? Ils sont en train de se battre, puis là, il y a un personnage d'une méchante qui est en train de rire, puis là, en slow motion, tu sais, c'est une super belle shot, puis on finit là-dessus. Mais là, c'était comme une fin d'épisode, tu sais, c'est vraiment... Il n'y a pas de conclusion à cette bataille-là, mettons. Fait que ça amenait pas grand-chose, fait que ça a été coupé, tu sais. Une chose qui m'a épaté dans ton film, puis tu m'avais déjà averti parce que pendant que tu le tournais, tu te disais « Ah, je suis en train de faire ça. » Je suis comme « OK, je suis pas trop sûr de ce que c'est, mais j'ai hâte de voir ça. » Il y a une scène coquine. Oui. Très coquine. Je dirais même un peu fétiche. Oui. Puis je l'ai vu. Ouais. C'est fucking bon, man. Je riais, mais j'étais aussi un petit peu érotisé. Ouais, ben écoute, le screening... pas avec les gens que je connais, mais avec les gens les étrangers. Il y a une fille, après cette scène-là, elle est venue me voir. La scène est finie, elle est venue me voir, elle a fait hey, « c'était vraiment bien ça ». Tu sais, j'ai eu l'impression que ça l'a touché, en fait, de la façon qu'on a tourné ça. Puis, tu sais, c'est beaucoup grâce à la comédienne, à Catherine Beauchemin, qui joue le rôle principal de Marjolaine. Ouais, qui vous a aiguillé un peu dans cette scène-là. Ouais, puis tu sais, je voulais justement pas que ça soit genre... Parce qu'on est beaucoup... Ouais, puis on était beaucoup à travers les yeux de Marjolaine. Fait que je voulais vraiment... Puis on a écrit une V1. Puis Kat a fait des propositions. En fait, elle a amené la scène beaucoup plus kinky, mais on voulait que ça soit toujours fait avec un genre de consentement parce que c'est une vraie scène de romance. C'est pas genre une fourrette. Là. Non, c'est vraiment une scène comme dans les années 80, 90. Ouais, avec du jazz, des crossfades dans l'image. C'est vraiment assumé que ça soit un peu cheesy, mais c'est ça vire kinky. Puis tu sais, c'est ça, ça a été fait de la bonne façon. On avait une coordonnatrice d'intimité qui nous a aidé à nous aiguiller avec ça. On a eu... Tu as fait des répètes chez vous, d'ailleurs? J'ai fait une répète dans mon lit, couverte tirée et vêtements, tout habillés, mais quand même, on a juste pratiqué les
position du corps parce qu'on, tu sais, il faut comme faker quand même. Fait que position du corps et position de caméra pour savoir où ça allait être placé. Puis je dirais que de tout le tournage, c'était peut-être la scène la plus facile à tourner parce qu'on était tellement préparés. Puis c'était sur un close set. C'est la première fois que tu faisais ça, ce genre de scène? C'est fou, mais oui, ça fait 20 ans que je fais des films. J'ai commencé à 14 ans. Ça va faire 25 en fait. Ça fait un peu plus que 20 ans. Puis j'avais jamais fait de scène de sexe. Puis j'en ai fait 2 dans la dernière année, en fait, parce que j'ai fait le film pour la cabane à sang de menstruation, qui a une scène de sexe aussi. Oui. Mais j'avais jamais tourné ça, puis c'était... Fait que, tu sais, même moi, j'étais comme un peu nerveux parce que je voulais ça pas... doit être gênant, autant pour les acteurs que pour le réel. Je voulais juste pas non plus que, tu sais, que je sois, tu sais, que moi, je sois mal à... Tu sais, autant que les acteurs, je veux pas qu'ils soient mal à l'aise, mais moi, je veux pas être mal à l'aise à tourner ça, tu sais, je voulais être comme prêt à... C'est ça. T'adapter en conséquence de ce qui va émerger. Que ça soit fait que tout le monde soit bien, puis pour vrai, c'est un des gros highlights du film. Pour vrai, moi, je pense que c'est une de mes scènes favorites. Ouais. Ça, avec l'intro, puis certaines scènes que je... C'est drôle parce que, c'est ça, moi, c'est bizarre parce que je te l'ai même dit quand on a écouté le film. Je reconnais l'endroit où vous avez tourné. Il y a certaines scènes qui ont été faites dans mon quartier ici. Ouais. Fait que j'ai comme tellement une autre vision externe. Hey, shout-out quand même Corvette. Corvette, le diner, pas loin d'ici. Corvette Express sur Jarry. Là, ils ont laissé à tourner une nuit pour vraiment pas cher. Là, on a vraiment payé un petit montant. Et les gars de la cuisine, ils ont voulu rester toute la nuit. Puis pas parce qu'ils étaient stressés, en fait, c'est qu'ils étaient fascinés. Puis là, on se bat dans leur restaurant avec des costumes. Ça arrive jamais, des ça, pour costumes eux autres. Du sang à terre, puis tous les gars, ils tripaient, là, ils étaient en arrière, puis ils capotaient. Là, fait que... là où je voulais aller, c'est je suis content de l'avoir déjà vu parce que je vais pouvoir voir la réaction des gens à ce passe. Ouais. Là, je vais pouvoir me concentrer sur le monde. Tu sais. Ouais. Puis je veux voir s'ils vont réagir aux mêmes places. Puis clairement, ils ont un regard que moi, j'ai pas parce que j'ai pas ce regard-là interne où je reconnais des choses. Fait que je suis vraiment intrigué d'être là pour la projection. Puis t'as dit un truc, puis je trouve que c'est super important qu'on en parle avant qu'on se laisse, mais la musique qui comment je pourrais dire ça, qui est mur à mur durant le film. Ouais. C'est du jazz, 90s. C'est un hasard, mais avant l'émission, je t'ai dit ça me fait penser à une ouverture de show des années 90 à Radio Cannes. T'as dit c'était ça le beat, c'est ça qu'on cherchait là. Ben, côté jazzy. On parlait aussi de... C'est vraiment pas le même style de musique, c'est plus orchestral, mais tu sais, je voulais faire mon intro à la Batman Animated Series. Tu sais, avoir un gros thème, là, puis je travaille avec Hugo depuis le secondaire, c'est un ami de longue date, puis ça a toujours été ça. Les jaunes avaient un gros thème que le monde se souvenait puis chantait avant, en sortant du film. Fait que, tu sais, ça, c'était prévu, mais... Tu sais, la genèse de la musique, ce qui est cool, c'est en gros, leur band s'appelle Papa Sésame et c'est musicien, c'était ça le titre. Puis eux, ils ont fait des projections dans des bars, de la musique sur image dans des bars. Fait qu'Hugo, il participait avec cette band-là, lui faisait du keyboard là-dedans. Puis, mais ils projetaient des films genre, ils ont fait Evil Dead 2, Eraserhead, le 7e voyage de Sinbad, tu sais, des affaires de partout. Ils ont fait un film de Tarkovsky. T'sais, autant des films d'auteur que des films pop. Puis ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils projetaient le film, ils coupaient le son, mettaient les sous-titres, puis ils jammaient sur le film. Mais j'ai dit c'est ça qu'ils ont fait avec Time Man. Puis Hugo, c'est ça. Puis Hugo m'a invité à des projections de ça. Puis là, j'allais voir ça, j'étais comme Chris, c'est bien malade. À un moment donné, ce serait cool de réussir à combiner ça avec un projet. Puis quand on a fini par faire Time Man, ben là, c'est comme, hey, c'est 2h30 de musique à composer, là. C'est des semaines et des mois de travail pour Hugo. Puis là, j'ai fait comme, attends une minute, là. Là, on est dans un film, genre un peu homemade, tu sais, il y a des bouts rough un peu, tu sais, la caméra est à l'épaule, fait que des fois, il y a des petits flous, puis tout ça, c'est assumé dans le style. Puis je me disais, du jazz improvisé, qui est pas toujours directement collé sur l'image, c'est en plein dans le ton de ce qu'on a tourné. Puis là, je repensais à eux, à Papa Sésame, avec Hugo, puis fait que finalement, on a... J'ai approché la série, les épisodes. Oui, c'est ça. On a fait épisode par épisode. On est allé... c'est hot, ça. Je trouvais ça hot parce que la place où on a enregistré, c'est... je me souviens plus du nom. C'est coin Mont-Royal-Papineau. Il y a une place, c'est un 2e étage. Puis c'est une genre de local d'artistes. Tu sais, c'est le genre de place où il y a plein d'instruments de musique qui traînent, puis tout. Il y a du monde qui font de l'enregistrement d'albums, là. Il y a des expositions d'art. Puis tu sais, mettons, à côté du frigo, il y a un pot, puis c'est genre... bière 3$, puis tu mets 3$ dedans, là, ouais, tu sais, ils crossent le monde qui viennent là. Je suis allé souvent dans ce genre de place-là. Puis je me rends compte à un moment donné, c'est le local des gratteux de guitare de matricule 728.
Oh, ça, c'est une référence très quelle pour nos auditeurs de l'Europe. C'est là, c'est ça. En tout cas, il y a un gars qui s'était fait sortir dans des escaliers, qui s'était fait débouler les marches par matricule 728. C'était une agente de police qui a fait beaucoup parler d'elle durant 2012, quand il y a eu les grèves étudiantes. Le gars, il avait vu qu'il buvait une bière dans le portique, elle voulait l'arrêter, elle l'a arrêté. C'était un gratteux de guitare. C'était un esti de gratteux de guitare, puis tout. Puis à un moment donné, je vois les marches, je suis comme, hey, on est-tu à. Puis là, je me rends compte, on est vraiment là. C'était la place où ça. Fait qu'on a enregistré là, puis. Je pense qu'il y avait comme un thème qui revenait. Le thème de. La seule affaire qui a été écrite, c'était le thème de la série originalement, qui est le thème du film. Dans le fond, il y a une séquence d'intro. Là, je tenais à voir ça comme les vieux films. Puis le thème, il revient à travers le. Tu sais, si on voulait avoir un motif, parce qu'il revient à travers il faut. Fallait que les musiciens le connaissent puis qu'ils reviennent des fois à ça. Fait qu'on a recordé ça. J'ai pas joué de musique. Moi, j'étais là à les regarder pour faire tabarnak, c'est malade. Tu sais, mais c'est des virtuoses, là. C'est ces 5 musiciens virtuoses qui ont joué sur le film. Puis même moi, un de mes projets pour la suite du projet, la suite des projections, c'est qu'éventuellement, j'aimerais qu'on puisse projeter Time Man. Très cool, avec un band présent. Avec le band qui est là puis qui joue sur le film. Donc ça, c'est une autre expérience. Puis ça, je le prévois 2025, ça devrait arriver. Là, je vais essayer de m'arranger que ça arrive. On va espérer que ça se passe, là. Ouais, moi j'ai 2 autres groupes que je veux comme un peu shout-out quand même rapidement, là, mais la gang de Frontkick Productions. Attends, on va se garder ça. C'est juste ok, c'est parce que je pensais que tu voulais conclure. Je voulais juste faire écouter justement la chanson thème pour les gens à la maison, parce que je pense que ça vaut la peine. Puis pour une fois, on va faire jouer de quoi, puis on se fera pas flaguer. Oui. C'est ça, c'est le bout que on reconnaît là. Cette semaine au pire de Caleb. Wow. Les filles de Caleb, come on. Non, mais c'est policière. Non, c'est pas ça que je te dis. C'est la fin d'un épisode. Là, on cale ce qui s'en vient après. C'est à Radio-Canada. Oui, je comprends ce que tu veux dire. Ok, c'est bon. Dans le prochain épisode. Restez avec nous. Restez avec nous. Cette semaine à Montréal PQ. Ah non, c'est bon, tabarnak. Ouais. C'est vraiment des bons musiciens. Puis. Un petit pressing serait le fun à un moment donné. Ouais, ben c'est sûr, j'aimerais ça. Puis, tu sais, eux autres capotaient aussi parce que moi, je leur ai donné une genre de carte blanche qu'ils n'auraient jamais eu, tu sais. Parce que j'étais pas stressé. Là, en fait, je connaissais 3 des musiciens, puis je les ai vus jouer devant des films. Je savais que ça allait être bon, mais tu sais, eux autres de se faire dire, hey, improvise sur mon film. Tu sais, ça fait des mois que je travaille ce film-là. Improvise dessus, fais ce que tu veux. Puis se sont lâchés là. Eux autres, je pense qu'ils ont eu leur trip aussi. Ouais. Eux autres, quand ils faisaient ça dans des bars, ils ne chargeaient même pas à la porte. Là, c'était pour triper à aller sur des films. Là, ils sont rendus qu'ils font la musique d'une série télé avec cette. Tu sais, eux autres, c'était genre surréel. Là, comme, ouais. Puis les 2 autres shout-outs, tu voulais parler de l'équipe des cascadeurs. Il y a l'équipe de cascadeurs, Frontkick, qui eux autres, c'est ils sont spécialisés dans l'action à l'écran, fait que les scènes de combat, mais aussi des fois, c'est niaiseux, là, mais ça crée un coup de poing à caméra, c'est vraiment dur pour que ça aille réaliste. Moi, je les ai vu faire des flips puis revoler directement sur le béton, c'est fou, le dos directement sur le béton. Ouais. Il faut le faire. Ouais, ils sont crinqués, puis ils aiment ça, tu sais, puis ils ont chacun un peu leur spécialité dans le groupe. Puis en fait, Time Man, Jérémy Herb qui joue Time Man, il est dans la gang de Frontkick. Ça part un peu de là aussi. Étienne, qui est dans Frontkick, c'est un bon ami à moi, puis tu sais, je parlais de ça, que je voulais mettre des scènes d'action dedans, puis là, ben, on a comme un peu ouvert ça, puis tu sais, même que Étienne a réalisé les scènes d'action, tu sais, je vais le dire direct de même, c'est pas de la co-réal, mais c'était le chorégraphe, stunt coordinator. Lui puis son collègue Jonathan, en fait, c'est les 2 qui ont beaucoup dirigé ça. Ben, Yuki, Antoine, je vais tous les nommer, ils sont 5, là. Mais les gars, dans le fond, sur le plateau, quand il y avait une grosse scène d'action, en plus, vu qu'on n'avait pas de temps, tu sais, tourner une scène d'action, mettons, à Hollywood, c'est 5 jours de tournage. Là, on a 3 heures pour faire un combat avec 8 gars qui se font taper sa gueule, avec plein de plans de caméra, plein de stunts super dangereux que le monde peut se blesser. Fait que moi, à ce moment-là, je me reculais, je m'assoyais et je laissais Étienne diriger la caméra et les comédiens pour qu'on calme nos shots le plus vite possible. Puis souvent, on coupait pas la caméra, il faisait juste « OK, place-toi là », il disait à la caméra « Place-toi là, on va avoir le punch, OK, on a le punch, place-toi là ». Il fallait aller vite. Fait que tu sais, moi, j'ai juste fait « Regarde, je laisse les pros travailler là-dessus, puis je me détache ». Puis tu sais,
c'est hot, là. C'est des gars qui connaissent vraiment leur job. Mais je vais faire leur shout-out parce que Frontkick font des courts-métrages aussi d'action. Souvent, c'est quasiment des tests de cascade, genre, hey, je vais te rouler dessus avec mon char, là, des genres, on va tester des affaires de même. Fait que, puis shout-out à ta distribution aussi, parce qu'on en a pas beaucoup parlé, mais tu sais, tout. Méga casting. Méga casting. Juste Friends of Man, c'est le gars qui se fait buter par Ghostface dans le dernier Scream. Tout ça, quand même, ça, je brague à propos de ça, mais c'est parce que Peter Seaborn qui joue le méchant là-dedans, de base, en fait, c'est pas un gars qui se spécialise en acting. Il veut faire plus d'acting, mais c'est un cascadeur émérite à Montréal qui a fait... il est dans les X-Men, tu sais, il y a toutes les grosses prods à Montréal, il est là. Il est, entre autres, c'est ça, dans Scream 6, il est se fait buter dans le dépanneur. Ghostface passe devant lui, puis comme « Hey, you're cutting in line », je sais pas trop quoi, puis il se fait stabber dans le ventre. Oui. Puis dans Beau is Afraid, c'est le gars... Ceux qui l'ont vu le savent, mais il y a une scène de bain. C'est le gars qui est dans le plafond, qui tombe dans le bain avec Joaquin Phoenix. C'est mon comédien, Pete Seaborn. Mais c'est ça, puis ce gars-là, tu sais, c'est genre... C'est un amour, là. Lui, il était sa chaise de make-up parce que dans le film, il ressemble pas du tout à ce qu'il ressemble dans la vraie vie. Il y a plein de prothèses. C'est ma make-up Alex Le Riche, je fais plein de projets avec elle là, déjà. Puis il a fait un super make-up. Tu sais, c'est comme un maquillage de monstre, mais c'est pas un monstre, mais c'est un monstre. T'sais. C'est comme ventripotent dans les Austin Powers. C'est ça, on l'a en dit là. C'est comme, en fait, c'est comme Colin Farrell qui joue le pingouin. Puis t'en as deux qui m'ont vraiment épaté, quoi, qui sont tous bons, là, mais c'était la Manic Pixie Girl qui qui a l'air complètement Dijon. C'est comme une Harley Quinn sur le crack. Elle, je l'ai beaucoup aimé. Puis le gars qui a l'air d'être employé par les nazis pour chercher l'arche d'alliance. Il y a une phase d'un ton méchant... voisin. Ah, c'est vrai, il est pas loin d'ici. Oui. Génial. Ça peut-être le croiser à l'épicerie. Ah, là, c'est clair que si pour vrai, il est genre à 2 coins de rue. Ah, génial. Fuck. Mais son casting, man, son visage, il joue un genre de mad scientist. Là. Ouais. Qui a de l'air méchant. Mais il fait rien, il est juste là. T'as l'impression qu'il va dire « Donnez-moi les microfilms! » Puis il a mis des lunettes miroirs, là, fait que tu vois tout le temps la personne devant. Ce qui a été vraiment le fun en post-production quand je me suis rendu compte que dans plein de plans, on voyait l'équipe technique. Il fallait que je traque du flou dans ses lunettes. Ah non, c'est pas du tracking d'After Effects. Du tracking même très mitaine. Là, ouais. Parce qu'il n'y a rien pour traquer dans des lunettes. Là. Non, j'avoue. C'est quoi la référence? C'était le rond. Là. Je suivais le... Au 4 frames, je rebougeais mon petit rond. Non, j'ai travaillé fort, man, pour ce film-là. Hey, Rémi, on a fait presque 1 heure. Ouais. Le petit dernier, j'ai un petit dernier shout-out. Excuse-moi, mon petit dernier, c'est Matt Nantel qui a fait le son parce que là, vous voyez une version doublée. Sur notre page de Time On, on a mis des capsules qui parlent un peu des coulisses. Page sur Facebook. Hein. Oui, sur Facebook, excusez. On a mis plein de petites capsules pour parler un peu du développement, tout ça. Vous allez voir la gang d'action, vous allez voir la création de la marionnette que c'est ma blonde Audrey qui a faite. Elle a fait la direction artistique, bonne. Elle a fait job de débile en direction artistique, là, Audrey. Mais il y a aussi un autre gars, Matt Nantel, de Notes Productions, que c'est genre un genre de travail invisible. Puis je trouve ça un peu... le son, tu parles? Le son, le travail du son. Je trouve que c'est un travail un peu ingrat parce que c'est un des gars qui a travaillé le plus sur le film. Mais là, il faut se rappeler qu'on a enregistré les voix en anglais. Puis quand tu enlèves le son des voix en anglais, ben il y a des trous de son partout. Fait que lui, il a fallu qu'il réinvente des ambiances, qu'il rebruite des affaires, qu'il remette... Dans le fond, on a refait toutes les voix en français. Moi, les voix en français ont été enregistrées chez moi. C'était 30-35 séances de voix. Mais il faut penser qu'il y a du room tone, que c'est pas la même ambiance. C'est ça, tu peux exactement. pas juste patcher des... Puis les bruitages, quand tu mets juste, dialogues. Mettons, t'enlèves un bout, tu mets de la voix... Il n'y a rien, c'est du vide avec de la voix pure. Ouais. Il faut que tu mettes le room tone, mais il faut que tu mettes les bruits de vêtements aussi. Quand les personnages se tournent, tu entends du froissement de vêtements. Puis ça, tu y penses pas quand tu regardes un film. J'y avais pas pensé. Mais Matt, il a fait du bruit de vêtements pour tout le fucking film. Les bruits de pas. Il a refait des bruits de pas avec des plugins. Avec son piano, je l'ai vu, là, il y a comme des plugins pour faire des bruits de pas. Il a refait... Tu sais, il y a des affaires qu'il a recordées dans son studio. Il a fait un travail de débile. Puis ça, c'est un travail invisible parce que tu regardes le film, tu fais « Ah, ils ont juste redoublé vite. » Puis tu sais, c'est fucké parce que les gens regardent ça et font le doublage mal fait du film. Mais si vous saviez le travail dans le mal fait, pour se rendre à parce que du vrai mal fait, on serait complètement à côté à la Kung Pao. Mais pour que ça soit un peu dessus, faut que tu travailles fort. T'sais, on n'a pas le studio, nous autres, de doublage. La plupart des acteurs n'avaient jamais fait de doublage aussi. Il y en a qui sont plus habitués, mais il y en a qui n'avaient jamais fait ça. Il faut être sur les syllabes, il faut être sur les intonations. Fait que de refaire tout ça, c'est tellement de travail pour être à peu près dessus. C'est pas genre on a fait ça vite à la va. C'est
des heures, des jours, des semaines, des mois de travail. C'est du travail pour que ça soit, entre guillemets, tout croche, mais acceptable. Ouais, c'est ça. Mais en même temps, c'est ça. Au final, c'est full payant dans le style. Puis Vincent Allard pour la photo. C'est ça. Puis Vincent Allard pour la photo. Là. On en a parlé tantôt, mais tu sais, Vincent, il est là depuis Concordia. Là. On travaille ensemble depuis qu'on a fait l'université ensemble. Puis éclairé avec des petits LED panels parce qu'on n'avait pas le temps d'avoir du gros équipement. On avait une toute petite équipe. On s'est fait prêter des lentilles de malade par Royal Photo. Là, shout-out à Georges Aubin qui nous a prêté du Georges stock. Aubin, Il est tellement fin, le Georges. Qui nous a prêté, Royal Photo nous ont prêté des lentilles super sensibles. Fait qu'on pouvait under éclairer très faiblement. Puis on voyait quand même ce qu'on éclairait. Fait que c'est pour ça qu'on pouvait éclairer avec des plus petits kits d'éclairage, mais c'était une grosse job. Puis là, je vous rappelle que les décors étaient construits sur place. Fait que des fois, Vincent arrivait le matin, puis il avait même pas vu le décor, puis on tournait dans 1 heure. Fait qu'il arrivait, puis t'es comme... Bon, comment j'éclaire ça à matin, moi, là? Tu sais, là, puis ça prend du temps. Là, j'ai une ruelle au complet. Il faut que je donne un mode de nuit pour faire comme si on est dehors, que mettons, les éclairages à l'extérieur, c'est très jaune. Fait qu'il faut donner ce look-là. OK, là, on va avoir une scène, le bout de la scène va se passer là-bas. Fait qu'il faut que je prévoie un spot pour que quand ils sont dans ce coin-là de la ruelle, on puisse les voir. Fait que, tu sais, il faut tout qui anticipe la scène le matin de où on va se placer dans le décor. Mais lui, il peut pas faire de plan la veille parce que le décor est pas monté, tu sais. J'ai un plan sur papier. C'est des projets casse-gueule, là. Ah, c'est ça. Merci Rémi. On a fait une heure. Là, j'espère que ça vous a donné. Difficile de parler du film sans que les gens l'aient vu. C'est pour ça qu'on vous invite le jeudi 24 octobre. De le voir en salle. Jared va le mettre disponible pendant une semaine sur la plateforme de Spasme. C'est ça, parce que là, le festival est en ligne et aussi en présentiel. Donc, le film aussi va être disponible en ligne. Ouais, puis c'est le fun pour en fait les gens qui sont plus loin. Mais pour vrai, si vous êtes à Montréal, c'est un film de gang. Là, c'est pas une affaire que tu regardes d'un œil distrait. J'espère que vous allez trouver le bon contexte. Non, mais tu peux pas écouter ce film-là non plus tout seul chez vous. C'est un genre de film qu'il faut que tu écoutes en gang. Si vous êtes en Abitibi, vous ne pouvez pas descendre, je comprends, mais ramassez votre gang d'amis, prenez-vous une caisse de bière, allez fumer un petit bat avant, je sais pas, là, mettez-vous dans un mood un peu party, puis tapez-vous Time Man. Je pense que c'est le meilleur contexte. Puis pour ceux qui peuvent pas venir à Montréal, qui peuvent pas être en ligne, j'espère que c'est le début, en fait, de la distribution. Tournée, là. Parce que... c'est un film indépendant, fait que ça m'étonnerait qu'on ait un brevet pas un brevet, mais une permission pour aller en salle. Mais je vais essayer de le distribuer de façon indépendante pour faire une petite tournée du Québec, à la Sherbrooke. Tu vas comme Kevin Smith, man. Tu vas faire des enregistrements de podcasts avec la projection du film. Là, c'est pas annoncé encore, mais il risque d'avoir une projection en novembre à Matane de Time Man dans un cinéma. Okay. Ceux qui sont de Matane, qui savent qu'il y a peut-être un événement d'horreur qui s'en vient, savent peut-être de quoi je parle. Mais ça s'en vient. Mais sinon, c'est le début de la distribution. Okay. Fait que j'espère que pour la prochaine année, vous allez pouvoir voir le film dans plusieurs festivals et peut-être à travers le monde. Moi, c'est ça. Mon but aussi, c'est de sortir du Québec pour amener un produit québécois ailleurs, montrer qu'on fait des hosties de niaiseries aussi au Québec. Donc ça se passe là. La première, c'est le 24 octobre, c'est encore de Space. Ça, c'est jeudi. La 23e édition du Festival Space commence le 23 octobre. Ça se déroule jusqu'au 2 novembre prochain. Il y a presque une soirée, pas toutes les 2 semaines, mais presque. Là, c'est rempli back-à-back. Pour plus de détails, allez sur space.ca, spasm.ca. Je vous rappelle également que le spécial d'Halloween des Mystérieux Étonnants aura lieu le 28 octobre prochain. Ça, c'est lundi prochain. C'est aussi dans le cadre de Space. C'est également au Théâtre Plaza. Les portes ouvrent à 19h. Le show est à 20h. C'est 15$, que ce soit en ligne ou à la porte. Mais si vous avez le passeport Space qui vous permet d'accéder aux événements et aux projections, vous avez également accès à notre enregistrement devant public. C'est le dernier stretch, messieurs, dames, pour aller vous acheter vos billets en espérant vous y voir. On va avoir bien du fun. Tout le monde a préparé une chronique Halloweenesque pour l'occasion. Fait que, je veux que notre crowd soit là. Ben oui. Qui viennent triper avec nous autres. Je veux pas que ce soit comme du monde qui pop et font comme « Oh shit, dans quoi je vais mettre les pieds? » Donc, au plaisir de se voir la semaine prochaine au festival. Et je serai, juste pour terminer, je serai également à Space pour aider Jared au courant des 2 prochaines semaines, dont à la projection de Time Man. Donc, vous pouvez venir me dire bonjour si ça vous tente, je serai présent. J'allais parler convergence, mais si vous venez à la projection de Time Man, les 100 premières personnes qui rentrent dans la salle auront une cravate
gratuite avec un logo de Taiman. logo de Taiman dessus. Donc, si vous allez à Taiman et que vous allez au Mystérieux, j'espère que vous allez porter votre cravate de Taiman au Mystérieux, vous allez la flasher. Oui, pour le montrer à notre mystérieux musicien qui sera présent durant le spécial. Je me demande c'est qui. Hein? D'ailleurs, dernier shout-out qu'on n'a pas fait, mais le visuel initial de la série a été fait par notre ami Phil Tremblay. Ouais, le poster, c'est Phil Tremblay qui a fait ça. Exactement. Maudit beau poster. Ben, tu sais, avec Phil, c'est ça. Là. Comme toujours. Fait que tout est dans tout, on se connaît toutes. Fait que c'est ça. OK, faites attention à vous autres, tout le monde. On se voit la semaine prochaine à Space. Puis, peut-être même cette semaine, right? Vous allez faire un tour, right? OK, on se voit. Bye bye, faites attention à vous. Fondu en étoile. On n'a pas cet effet-là.